Voici un corrigé du travail à faire sur la peine de mort selon Sénèque, texte qui vous a été distribué en cours. Pour la partie littérature, il y avait 3 questions. La première, comment réagissez-vous à la lecture du texte de Sénèque ? Deuxième question, quel rôle joue la première phrase dans la construction du texte ? Dans quel genre de la rhétorique selon Aristote nous trouvons-nous ici ? Troisième question, quelle figure de style structure la suite du texte, montrer son importance pour l'argumentation. Alors je vais lire ce texte et je vais le commenter au fur et à mesure en apportant des éléments qui permettront de répondre à ces questions. La peine de mort selon Sénèque. Sénèque aborde la question de la peine de mort dans un traité consacré à la colère en recommandant de ne pas y céder. Comment ? Une punition ne sera pas parfois nécessaire ? Pourquoi pas ? Mais qu'elle soit exclusivement dictée par la raison, car celle-ci ne nuit pas. Elle guérit sous couleur de nuire. Alors, on a une première phrase là au début du texte qui est, alors je pense que vous l'aviez repéré pendant le cours quand vous aviez travaillé sur ce texte, qui est une interrogation rhétorique. Comment une punition ne sera pas nécessaire ? Je vous rappelle ce qu'est une interrogation rhétorique, parce que c'est un des procédés stylistiques de base à connaître pour cette épreuve. Une interrogation rhétorique, c'est une question qui n'appelle pas de réponse, mais attention, c'est pas juste ça. Si vous mettez que c'est juste ça, ça ne vaut rien. Le but d'une interrogation rhétorique, c'est de faire réfléchir l'interlocuteur. Et là, vous voyez aussi, je dis interlocuteur. Qui est l'interlocuteur ? Alors, réponse premier degré, la personne à qui Sénèque s'adresse dans le texte. Mais si on réfléchit un peu plus, comme on le demande pour l'épreuve du bac, eh bien, le deuxième interlocuteur, c'est vous-même, c'est-à-dire le lecteur. Donc, une punition ne sera pas parfois nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une interrogation qui cache également une affirmation. C'est le propre de l'interrogation rhétorique d'ailleurs, c'est-à-dire que l'affirmation qui est cachée dedans, c'est bien non. Une punition n'est pas systématiquement nécessaire. Peut-être qu'il peut y avoir autre chose. Alors, je continue la lecture du texte. Après cette interrogation rhétorique, on nous dit que si sanction il y a, alors, qu'elle soit exclusivement dictée par la raison. Pourquoi ? Comme le dit Sénèque, parce que la raison, celle-ci, donc, ne nuit pas, du verbe nuire, elle guérit sous couleur de nuire. Alors, c'est une phrase importante parce que quand il doit y avoir punition, comme la punition fatale de la peine de mort, une sanction judiciaire, il ne faut pas qu'elle soit dictée par le désir de se venger, par exemple, par le désir de punir pour punir. L'idée de Sénèque, c'est qu'on peut faire appel à la raison de tout homme pour l'amener à réfléchir sur ce qu'il a fait et à modifier et à réformer par la suite son comportement. Ça, c'est le premier paragraphe. Ensuite, je lis la suite donc. Voyons le médecin. D'abord, dans les affections légères, il cherche à ne pas modifier sensiblement les habitudes journalières, à régler simplement l'alimentation, les boissons, les exercices, et à rétablir uniquement en changeant la façon de vivre. Et à rétablir la santé, uniquement en changeant la façon de vivre. Alors, dans les questions, vous aviez une question sur la figure de style dans la suite du texte. Alors, là, il y a déjà une figure de style. Sénèque nous parle de justice. Et puis tout à coup, il dit quoi ? Voyons le médecin. Le médecin, d'abord, dans les affections légères, cherche à ne pas modifier sensiblement les habitudes journalières, etc. Quelle est la figure de style ? Il parle de justice, et puis pour expliquer ce qu'il veut dire sur la justice, il va parler du médecin. Il va donc comparer l'exercice de la justice avec l'exercice de la médecine. Donc là, on voit tout de suite, c'est facile, que la figure de style qui structure la suite du texte, c'est la comparaison. Certains élèves avaient émis l'idée que la figure de style était la gradation. Alors cette idée n'est pas fausse.
Parce qu'il y a effectivement une gradation dans la mesure où il commence par évoquer des affections légères. Une affection légère, c'est une petite maladie pas très grave, hein. Et puis à la fin, voilà, des maladies plus graves, plus sévères. Donc c'est vrai qu'il y a une gradation, mais la gradation, elle vient redoubler la figure de la comparaison. Alors, je lis la suite, donc je continue. Voilà, le médecin cherche à ne pas modifier sensiblement les habitudes journalières, à régler simplement l'alimentation, les boissons, les exercices, et à rétablir la santé uniquement en changeant la façon de vivre. Alors, c'est hyper intéressant ça en réalité. Sénèque, c'est un auteur qui a vécu, il est mort en 65 après Jésus-Christ. Donc en gros, il a vécu il y a plus de 2000 ans en fait, hein. Et il est en train de donner des conseils qui sont précisément ceux que nous donnons aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a une maladie pas très grave, le premier moyen de la soigner, c'est de soigner son mode de vie. C'est-à-dire avoir une alimentation saine, des boissons saines également, donc l'eau, faire des exercices physiques. Et puis en changeant sa manière de vivre, on peut rétablir son état de santé. C'est des choses qu'on dit beaucoup aujourd'hui. Donc la comparaison, c'est voilà, s'il y a une maladie légère, on va essayer de réajuster les choses. De la même manière, dans le cadre de la justice, s'il y a une infraction, une bénigne, s'il y a une personne qui a commis des erreurs et des actes pas très graves, alors on va essayer d'ajuster la sanction en conséquence. Elle doit être adaptée à la faute commise. Je continue la suite de la lecture de ce texte. Après, ce sont les restrictions qui peuvent être salutaires. Si restreindre et régler ne donne aucun résultat satisfaisant, il supprime et retranche un certain nombre de choses. Donc là, il est toujours en train d'expliquer ce que fait le médecin. Parfois, quand on a un problème de santé, on est obligé de retirer certains aliments de notre alimentation. Voilà, par exemple le sel, par exemple le sucre, les matières grasses, hein. Est-ce que ça va régler le problème ? Parfois, oui. Donc, ça va être salutaire. Salutaire, ça veut dire qui apporte la guérison ici. Mais si ça donne aucun résultat, alors voilà. Si restreindre et régler ne donne aucun résultat satisfaisant, il supprime et retranche un certain nombre de choses. Bon, c'est ce qu'on vient de voir. Si cela ne réussit pas encore, il met à la diète. Donc, on change sa manière de vie, première étape. Deuxième étape, on supprime certains aliments. Troisième étape, on fait un régime plus strict. C'est très à la mode ça aujourd'hui, par exemple le jeûne intermittent. Alors, cette diète, qu'est-ce qu'elle fait ? Et donc, ce faisant, qu'est-ce qu'il fait le médecin ? Il soulage le corps par l'abstinence. Donc l'abstinence, c'est vraiment un peu la privation de certaines choses dans la vie, comme l'alimentation. Si les moyens bénins échouent, donc bénin, c'est bénigne en féminin, c'est les moyens qui sont petits, quoi, des façons légères de traiter les maladies. Donc si les moyens bénins échouent, il ouvre la veine. Alors, il ouvre la veine, attention, c'est la saignée. C'est-à-dire, c'était une façon de guérir les gens à l'époque. Enfin, on croyait que c'était efficace. Les gens, quand ils étaient malades, on leur faisait une saignée. C'est-à-dire que voilà, on ouvre la veine et on fait couler du sang comme une prise de sang, comme un don du sang. Il porte le fer sur les membres s'ils sont susceptibles de contaminer les parties voisines et de propager la maladie. Donc là, c'est porter le fer sur les membres, c'est mettre des sortes de garrots pour éviter que la maladie se propage dans tout le corps. Aucun traitement ne paraît trop dur s'il a pour effet de sauver le malade. Donc là, c'est vrai que des fois, si on a une maladie grave, on peut être amené à suivre un traitement qui est très lourd et qui n'est pas facile, mais on est prêt à le faire parce qu'on veut être sauvé. Donc là, vous voyez, Sénèque, il est toujours dans cette idée de comparer la justice et la médecine, bien que à cet état du texte, il ne fasse aucunement référence à la justice. Mais il emploie tout un vocabulaire de la santé et de la maladie. Jusqu'à cette phrase-là, s'il a pour effet de sauver le malade. Donc il explique comment le médecin s'y prend. Plus on est malade, plus il va y avoir des restrictions. C'est ainsi que je continue la lecture, c'est ainsi que doit agir le protecteur des lois. Le protecteur des lois, le juriste, l'homme de loi, le magistrat, l'État. Le dirigeant d'une cité, tant qu'il le peut, il traite les esprits par des paroles.
et encore assez douce, de façon à persuader chacun de faire son devoir, à lui inspirer le désir du bien et de la justice, à faire naître la haine des vices et l'estime des vertus. Alors, ces phrases-là sont très importantes. Je dirais qu'elles sont très importantes pour tout être humain en général, pour la pensée, et elles sont bien sûr très importantes dans le cadre de cette épreuve, pour le baccalauréat. Ce qu'il faut savoir de Sénèque, il y a beaucoup de choses à savoir de Sénèque, c'est un auteur passionnant et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de lire beaucoup de ses textes, mais Sénèque, il croit fermement, tout comme moi d'ailleurs, dans les vertus de l'éducation. C'est-à-dire que Sénèque pense qu'en éduquant les gens, en éduquant le peuple, on peut amener les gens à bien se comporter dans la vie, à préférer faire le bien plutôt que le mal, c'est-à-dire que quand il parle des vices et des vertus, c'est exactement ça, à préférer ce qui est juste à ce qui est injuste. C'est intéressant cette idée de se demander qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère la justice ou l'injustice? Et pourquoi? Donc, il est en train de dire que l'homme de loi, il préfère amener les gens à faire leur devoir plutôt que simplement de sanctionner parce que les personnes n'ont pas respecté les règles. Donc c'est une thématique très forte dans l'éducation. C'est un point de vue sur l'éducation, c'est-à-dire que, admettons aujourd'hui, un élève bavarde constamment, est tout le temps sur son téléphone. Alors on peut lui dire, tiens, je te mets 2 heures de colle parce que tu as enfreint le règlement. Voilà, point barre. Tu as enfreint le règlement, tu en payes les conséquences et tu as 2 heures de colle. Qui est une manière d'agir que je n'exclus pas, bien sûr, dans ma pratique, bien que je ne l'ai pas encore fait, moi, personnellement. Mais quand on fait ça, on ne discute pas avec les gens, on n'essaye pas de les persuader, en fait. On peut essayer, au contraire, de persuader un élève et d'essayer de lui montrer... Voilà, si tu sors ton téléphone tout le temps en cours, tu n'es pas concentré, ce qui veut dire que tu endommages tes capacités, tes facultés attentionnelles qui se passent dans le cortex frontal de ton cerveau. Le cortex frontal, c'est la zone du cerveau où justement se situe la réflexion, les capacités cognitives, la mémoire, le langage. Donc si on est tout le temps sur son téléphone, on est tout le temps distrait. Donc on peut expliquer ça aux élèves. Mais les élèves vont pas forcément être sensibles à ce genre d'arguments parce que comme tout le monde, au final, ils vont d'abord préférer leur intérêt du moment à un intérêt sur le long terme. Et sur le long terme, c'est peut-être la dégradation de leur capacité cognitive. Cognitive, c'est tout ce qui permet de traiter l'information. C'est le cerveau, la dégradation des capacités du cerveau, si vous voulez. Donc, on peut essayer de persuader l'élève en lui disant, voilà, évite de sortir ton téléphone parce que tu te nuis à toi-même, en plus de nuire au bon déroulement du cours. Bon. Il y a des élèves avec qui ça peut marcher, pas forcément comme ça immédiatement, mais à force de s'entendre dire ça, peut-être que des élèves vont justement utiliser leur raison, leur faculté de raisonner, pour comprendre qu'ils doivent modifier leur comportement parce que c'est dans leur intérêt. Et c'est aussi dans l'intérêt collectif. Donc quand c'est notre intérêt plus l'intérêt collectif, ça fait référence aussi à tout ce qui concerne la législation, le juridique, mais aussi le gouvernement d'un pays, l'État, les lois, où on va agir à la fois dans notre intérêt et pour l'intérêt collectif. Il y a toujours cette double perspective quand on traite de ces questions. Alors, je reprends cette phrase-là. C'est ainsi que doit agir le protecteur des lois, le dirigeant d'une cité. Donc le protecteur des lois, le magistrat, le dirigeant d'une cité, ce qu'on dirait aujourd'hui le chef d'État. Tant qu'il le peut, il traite les esprits par des paroles. Alors, quand il dit ça, oui, tant qu'il le peut, il traite les esprits par des paroles, on a un verbe au présent. On a déjà eu l'occasion de parler des valeurs des temps. Là, on est plutôt dans un présent qu'on pourrait qualifier d'optatif. Alors, optatif, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça s'écrit comme ça se prononce, O-P-T-A, optatif, T-I-F. Optatif, c'est ce qui est de l'ordre du souhait. C'est-à-dire qu'il souhaite que le protecteur des lois, le dirigeant d'une cité, tant qu'il le peut, eh bien ma foi, qu'il traite les esprits par des paroles. Et encore assez douces, de façon à persuader chacun de faire son devoir, à lui inspirer le désir du bien et de la justice, à faire naître la haine des vices et l'estime des vertus. Qu'il passe ensuite à un langage plus sévère,
pour avertir encore et réprimander, et qu'il vienne en dernier lieu à des châtiments, et tout d'abord à des peines légères, auxquelles on puisse même surseoir. Que les derniers supplices soient réservés aux derniers des criminels, de façon qu'il ne périsse personne, à moins que périr ne soit un bien même pour celui qui périt. Donc là, vous voyez, il y a effectivement cette gradation que certains élèves avaient repérée la dernière fois, donc des maladies légères aux maladies graves, des sanctions et des fautes légères qui appellent une réponse légère de la part de la justice, jusqu'aux fautes commises très graves pour les criminels, où là, effectivement, la réponse va être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus terrible, on pourrait presque dire. Alors, la première question, comment réagissez-vous à la lecture du texte de Sénèque ? Alors, il ne s'agit pas de dire on réagit bien, on réagit mal, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut essayer d'argumenter, d'étayer. Plus vous allez rédiger avec soin, meilleur sera votre travail. Alors, je ne peux pas vous dire comment vous devez réagir à la lecture du texte de Sénèque, mais je peux vous proposer une réaction qui pourrait être la mienne si j'étais à votre place. Je pourrais dire que je serais étonnée de lire les arguments de Sénèque parce que on a peut-être tendance à punir un petit peu rapidement quand quelqu'un fait une erreur. Donc on peut dire qu'on est étonné de voir que Sénèque insiste autant sur des réponses qui soient des réponses de type éducative, des réponses éducatives envers finalement des adultes qui auraient commis des fautes, des petites fautes, et puis ça va jusqu'au crime. On peut aussi dire qu'on est étonné qu'il compare la justice à la médecine. Et je pense que les correcteurs pour le bac, ils attendraient vraiment que vous souleviez ça. C'est-à-dire, c'est quand même étonnant de comparer l'exercice de la justice avec l'exercice de la médecine. Parce que ça veut dire que celui qui a commis une faute, d'une certaine façon, il est malade. Alors oui, il est malade parce que dans le texte, et ça vous pouviez pas le deviner bien sûr, mais c'est un texte qui est tiré, comme c'est dit dans l'introduction, d'un ouvrage consacré à la colère, donc je vous dis qu'il s'appelle De Ira, D-E plus loin I-R-A. De Ira, ça veut dire de la colère. On retrouve d'ailleurs cette racine latine ira dans des mots comme irascible. Quelqu'un qui est irascible, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère. C'est tout ce que je déteste. Personnellement, j'ai horreur des gens irascibles. Et en fait, la personne qui est irascible, Sénèque l'a décrit comme malade. Donc c'est pour ça qu'il fait cette comparaison avec la médecine. Ensuite, on a une question qui est le rôle de la première phrase dans ce texte, dans la construction du texte, et quel genre de la rhétorique, selon Aristote, de quel genre de la rhétorique s'agit-il ? Je vous rappelle les 3 genres de la rhétorique, le genre démonstratif. Donc là, c'est l'éloge et le blâme. On dit aussi épidictique pour désigner l'éloge. Donc ça va être des textes qui vont faire la louange d'une personne ou d'une qualité, de toutes sortes de choses, ou au contraire, on va la critiquer, c'est-à-dire le blâme. On a aussi le genre délibératif. Donc le délibératif, c'est tout ce qui implique l'idée de réfléchir dans des discussions, des débats d'idées, des discussions politiques, aussi de réfléchir à des opinions. Et enfin, on a le genre dit judiciaire, qui, là, comme son nom l'indique, concerne tout le domaine judiciaire et juridique, c'est-à-dire le genre judiciaire, c'est lorsqu'on va écrire des discours dans le cadre d'un procès. Donc des attaques, c'est-à-dire des réquisitoires. Les réquisitoires, ça veut dire attaque, ou bien des plaidoyers. Le plaidoyer, c'est quand on veut défendre quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Par exemple, dans les textes qu'on a déjà vus, l'éloge du tabac, dans l'acte 1, la scène 1 de Don Juan, il relève du genre démonstratif, puisque c'est un éloge du tabac.
Alors, donc là, la première phrase, comment une punition ne sera pas parfois nécessaire, pourquoi pas, mais qu'elle soit exclusivement dictée par la raison, car celle-ci ne nuit pas, elle guérit sous couleur de nuire. Donc là, on est plutôt dans le genre délibératif, hein, c'est-à-dire on cherche à engager une discussion sur, voilà, est-ce que les punitions sont toujours nécessaires, hein? Donc là, c'est un beau sujet de débat d'ailleurs, les punitions sont-elles toujours nécessaires? Sachant que la réponse, elle va... Pour répondre à cette question, il faut argumenter comme le fait Sénèque. Hein. Sa réponse, en fait, c'est quoi? Sa réponse, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça, c'est le premier bloc de réponse. Hein. Ça dépend de la gravité de la faute commise. Mais deuxièmement, une punition est-elle toujours nécessaire? Ça dépend aussi de la façon dont on conçoit la sanction ou la punition. C'est-à-dire que lui, il la conçoit comme le fait de s'adresser d'abord à la raison. Donc quand on va chercher à répondre à la question quel rôle joue la première phrase dans la construction du texte, c'est facile avec ce que je viens de dire là. Elle sert à lancer le débat, elle sert à amorcer un sujet de discussion, de réflexion, à savoir que si une punition n'est pas toujours nécessaire, alors à quelles conditions est-elle nécessaire? À quelles conditions n'est-elle pas nécessaire? C'est pour lancer le débat d'idées, lancer la réflexion. La dernière question, c'est quelle figure de style structure la suite du texte et montrer son importance pour l'argumentation? Bon, on a déjà, j'ai déjà dans cet audio répondu un petit peu à la question. Hein, la figure de style, c'est la comparaison. Et quand on veut montrer son importance pour l'argumentation, alors importance à plusieurs niveaux. D'abord, en termes de quantité, c'est-à-dire que cette comparaison avec la médecine, elle occupe déjà quand même la moitié du texte. Donc, elle est importante. Elle est importante en termes de quantité, de place prise dans ce texte. Mais elle est aussi importante pour ses vertus pédagogiques. Parce que l'expérience de la santé et de la maladie, c'est une expérience qui est familière à tout un chacun, ce que n'est pas l'expérience de la justice. Hein. Fort heureusement, les gens n'ont pas affaire constamment à la justice. Par contre, les gens sont confrontés à différents moments de leur vie à la santé et à la maladie. Donc l'importance de cette argumentation, elle est pédagogique dans le sens où Sénèque cherche les moyens de transmettre ses idées de la manière la plus claire possible. Voilà. Et après, ça sous-tend autre chose, là, qu'on peut deviner, qu'on peut pas deviner, mais qu'on peut savoir si on connaît Sénèque, à savoir que les personnes colériques, les personnes qui font des fautes dans la vie, qui préfèrent le mal au bien, voilà, sont des gens qu'on peut considérer comme des gens malades, parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font n'est pas bien. Pour eux, c'est bien, en fait. Bon, là, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup en philosophie, hein, avec la grande question, qu'est-ce que le bien, hein? Et le bien, même les gens qui font le mal peuvent trouver qu'ils font le bien parce que eux, c'est ce qu'ils préfèrent et ils ne savent pas qu'ils font le mal. Bon, voilà. Je pense que vous verrez ça plus en détail avec ma collègue de philosophie cette année et puis l'année prochaine, bien sûr, dans les cours de philo.